Je m'appelle Léonore Guizard, je suis professeure de chant au Conservatoire de Coulommiers et je dirige le chœur d'enfants de ce même conservatoire. Avant de vous expliquer mon métier, je laisse la parole à deux personnes, Marie-Claire Saint-Jean, qui va vous parler de l'enseignement de la musique en France, ainsi que Evelyne Leterme, directrice du Conservatoire de Coulommiers, qui va vous parler du contexte professionnel dans lequel j'évolue. Je m'appelle Marie-Claire Saint-Jean et j'ai été sous-directrice aux affaires culturelles de la ville de Paris. Je suis maintenant secrétaire de l'ensemble vocal Corrège. Je vais vous dresser un panorama général de l'enseignement de la musique en France pour lequel deux systèmes sont aujourd'hui à l'œuvre, l'enseignement général et l'enseignement spécialisé. Le premier relève du ministère de l'Éducation nationale et concerne le cursus scolaire de tout enfant et adolescent. Le second relève du ministère de la Culture qui a aussi en charge l'enseignement de la danse et de l'art dramatique, souvent enseigné dans les mêmes établissements que la musique. Mais avant d'entrer dans le détail, faisons un peu d'histoire. L'État français intervient de longue date dans le domaine des arts et de la musique. Sous l'Ancien Régime, à l'époque de Louis XIV, en 1669, c'est la création de la première Académie royale de musique. Plus tard, sous la Révolution française, on voit apparaître le premier conservatoire de musique en 1795. C'est l'ancêtre de l'actuel Conservatoire national supérieur. Mais le véritable tournant pour le sujet qui nous intéresse intervient dans les années 60. En 1959 est mis en place le premier ministère des Affaires culturelles avec à sa tête André Malraux, écrivain et homme politique. Lui-même crée le premier service de la musique et nomme à sa direction le compositeur Marcel Landowski. Celui-ci élabore alors un plan décennal destiné à organiser de façon cohérente et hiérarchisée l'ensemble des structures musicales professionnelles. Le plan touche à la fois au réseau des établissements, au théâtre lyrique, aux orchestres, à la pratique du chant et met en place des structures administratives dépendant du ministère au niveau des régions et des départements pour coordonner l'ensemble des actions entreprises. Le successeur de Marcel Landowski, Maurice Fleuret, développe dans les années 1980 une politique d'ouverture aux musiques traditionnelles, aux musiques anciennes et aux musiques dites actuelles, ainsi qu'un soutien au développement des pratiques amateurs. En témoigne le 21 juin 1982 la création par le ministre Jacques Lang de la première fête de la musique. À l'éducation nationale, une évolution parallèle se produit dans l'enseignement général. Depuis les années 1880 et l'époque de Jules Ferry, promoteur de l'école publique laïque, gratuite et obligatoire, seul le chant avait trouvé sa place dans l'enseignement à travers le chant traditionnel et le chant patriotique comme support à la formation du citoyen. Plus tard et jusqu'aux années 1970, les programmes scolaires prévoient seulement 1 heure de musique et 1 heure de dessin par semaine, sans prendre en compte l'évolution artistique globale des élèves. Un tournant important a lieu en 1968 avec le colloque qui a lieu à Amiens sur le thème de l'école nouvelle. Il prône la démocratisation culturelle et le renforcement de l'égalité des chances. À partir de ce moment-là, l'enseignement général évolue vers la notion d'éducation artistique et culturelle et des projets passerelles entre enseignement général et enseignement spécialisé de la musique voient le jour sur le temps scolaire et périscolaire. En dehors de ces projets, l'enseignement de la musique dans l'enseignement général est organisé de la façon suivante. Les programmes continuent de prévoir 1 heure par semaine à l'école et au collège. Au lycée, les élèves peuvent choisir entre diverses options une option musique de 3 heures par semaine ou, pour approfondir, une spécialité enseignement artistique dont l'enseignement de la musique en classe de première et de terminale pour ceux qui préparent un baccalauréat littéraire. Il existe aussi un baccalauréat technique de la musique et de la danse. Revenons maintenant à l'enseignement spécialisé de la musique et au réseau des conservatoires qui le dispensent. L'enseignement s'y déroule en 3 cycles, découverte, puis approfondissement, à l'issue duquel les élèves obtiennent un brevet. Ils peuvent ensuite s'orienter soit vers un 3e cycle amateur, soit vers un 3e cycle à orientation professionnelle, à l'issue duquel leur est délivré un certificat, et cela leur permet de se présenter au diplôme d'études musicales. Le plan Landowski a créé diverses catégories de conservatoires. Les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, on en dénombre un peu plus de 330. Les conservatoires à rayonnement départemental, il y en a 109
et les conservatoires à rayonnement régional au nombre de 44. Les conditions d'agrément de ces établissements par le ministère sont les suivantes. Les conservatoires communaux doivent enseigner l'une des 3 spécialités musique, danse ou art dramatique et proposer le cycle amateur correspondant. Les conservatoires départementaux doivent enseigner 2 des spécialités et les cycles amateurs et professionnels de ces 2 spécialités. Enfin, au niveau régional, ce sont les 3 spécialités et bien évidemment l'ensemble des cycles amateurs et professionnels de ces 3 spécialités. Le ministère a édicté de nombreux textes pour donner à ce réseau d'établissements des repères pédagogiques communs. Le dernier en date, en 2008, le schéma directeur d'orientation pédagogique insiste sur la formation des amateurs et l'ancrage territorial des établissements invités à s'inscrire dans les politiques culturelles locales de leur aire de rayonnement. Il existe aussi tout un réseau d'écoles municipales gérées par les communes et non agréées par le ministère, mais contrôlées par les directions régionales des affaires culturelles et leurs antennes locales, ainsi que tout un réseau privé et associatif estimé à environ 1500 structures. Nous l'avons dit, il existe des liens et des passerelles entre l'enseignement général et l'enseignement spécialisé. On les appelle les parcours d'éducation artistique et culturelle. Ils permettent sur le temps scolaire et périscolaire aux élèves donc d'acquérir des connaissances, d'expérimenter des pratiques, de rencontrer des artistes et des professionnels, de fréquenter des lieux culturels, voire de se produire eux-mêmes en public. Ces projets encouragent la pratique du chant, les chorales et les orchestres d'établissement. En 1974 ont aussi été créées les classes à horaires aménagés dans les écoles et les collèges. Elles permettent de suivre le cursus scolaire de l'enseignement général tout en bénéficiant de l'enseignement dispensé dans les conservatoires pour permettre aux élèves les plus doués de bénéficier d'une formation musicale approfondie sans pour autant sacrifier leur parcours dans l'enseignement général. Au niveau de l'enseignement supérieur, voyons quelle est la formation des artistes musiciens et des professeurs de musique. Les élèves de 3e cycle de conservatoire et ceux ayant validé leur diplôme d'études musicales peuvent s'inscrire à un cycle préparatoire au concours d'entrée des 2 établissements délivrant des diplômes supérieurs. Il s'agit du Conservatoire national de musique et de danse de Paris et celui de Lyon. Les étudiants peuvent y obtenir un diplôme national supérieur professionnel équivalent à la licence des universités. Pour ceux qui souhaitent enseigner, ils doivent se présenter à un diplôme d'État et pour enseigner en conservatoire à un certificat d'aptitude, puis plus tard, pour en diriger un, au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur. D'autres établissements que les conservatoires supérieurs sont habilités aussi à délivrer des diplômes nationaux, par exemple le centre Didier Lockwood, l'École normale supérieure de musique de Paris ou la Schola Cantorum. Enfin, tous les artistes et les professionnels ne souhaitent pas forcément obtenir un diplôme à équivalence universitaire. C'est pourquoi les conservatoires nationaux supérieurs délivrent un diplôme d'artiste et il existe aussi dans les conservatoires régionaux un cycle de perfectionnement pour ceux qui souhaitent approfondir leur expérience et confronter leurs pratiques. Bien sûr, l'université dans l'enseignement supérieur a toute sa place et elle propose des cursus de musique et de musicologie. Et pour enseigner dans les collèges et les lycées, les étudiants doivent se présenter au concours du CAPES, le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de l'enseignement secondaire ou à l'agrégation de musique. Beaucoup de partenariats se créent à tous les niveaux entre établissements, collectivités et structures amateurs ou professionnelles. À titre d'exemple, en Seine-Saint-Denis, un département défavorisé de la région Île-de-France, Zaya Ziwani, chef d'orchestre international, a installé son orchestre symphonique Divertimento dans la ville de Stein dont elle a dirigé le conservatoire et elle organise des académies pour les élèves des conservatoires alentours. Elle est aussi associée au projet DEMOS, dispositif d'éducation musicale à vocation sociale, qui s'adresse aux enfants de 7 à 12 ans dans des zones urbaines ou rurales où l'accès à l'éducation musicale demeure difficile. Ce projet est coordonné par la Philharmonie de Paris, il est entièrement gratuit.
un instrument est prêté aux enfants pour les initier à la pratique orchestrale dans des locaux sociaux, des maisons de jeunes, des médiathèques ou autres, sous la direction de professionnels et de professeurs de musique. 11 orchestres avancés se produisent déjà régulièrement et l'objectif est de créer 60 orchestres d'enfants dans toute la France. Plus largement et en guise de conclusion, on voit bien que l'enseignement de la musique a considérablement évolué. Même si beaucoup reste à faire, il ne s'agit plus aujourd'hui seulement de détecter et de former une élite musicale qui s'adresserait à un cercle restreint d'initiés, mais bien de mener une action de développement et de diversification des publics ouverte à toutes les disciplines. La présentation du conservatoire de Coulommiers par sa directrice va vous montrer combien les conservatoires sont aujourd'hui inscrits dans les politiques locales et sont devenus de véritables lieux culturels. Je m'appelle effectivement Evelyne Le Terme, je dirige cet établissement depuis l'année 1994. Donc à l'époque, le conservatoire n'était pas un conservatoire, mais une école de musique qui était même associative et qui comptait environ 150 élèves pour 17 professeurs. Très vite, la municipalité a décidé de prendre l'établissement au sein des services municipaux. Donc, à partir de ce moment-là, on a pu commencer vraiment à développer le nombre de disciplines et le nombre de professeurs et donc le nombre d'élèves. Nous sommes un conservatoire classé par l'État depuis le mois d'avril 2017. J'avais fait une demande de classement parce qu'il me semble important d'avoir cette reconnaissance de l'État. C'est un label qui légitime la qualité de l'offre pédagogique, la qualité de l'équipe. Actuellement, nous avons 360 élèves, 24 professeurs. Il y a pratiquement 40 disciplines enseignées, donc les disciplines individuelles, toutes les disciplines instrumentales, vocales, et puis évidemment toutes les disciplines collectives, formation musicale, les orchestres, les ateliers, la chorale. Toutes ces disciplines sont regroupées en familles d'instruments, ce qu'on appelle les départements. Donc il y en a 8. Alors le projet d'établissement, bien sûr, c'est un document phare de l'établissement. C'est en fait un document qui doit être réécrit et mis à jour tous les 5 ans. J'avais inscrit pour principaux objectifs dans ce projet de développer les classes de cuivre, puisqu'à l'époque, en 2017, on était au début de cette démarche. Donc ça a été fait, puisqu'on a ouvert une classe de tuba, une classe de trombone, et qu'un orchestre avant a été créé, et que la classe de cuivre est vraiment maintenant un des moteurs de l'établissement. On a aussi continué à améliorer tout ce qui est matériel. Donc on a fait l'acquisition de ce piano sur lequel je m'appuie pour vous parler du conservatoire, qui est un piano qui était vraiment nécessaire parce que la classe de chant a lieu dans cette salle et il fallait absolument un instrument de qualité pour être à la hauteur de ce que les élèves attendent et de ce que le professeur de chant a besoin comme outil de travail pour un accompagnateur, parce que notre classe de chant est accompagnée par un pianiste. Et puis des objectifs en cours, c'est beaucoup le développement aussi du département musique actuelle, parce que justement sur un territoire où il y a énormément de jeunes et d'étudiants, il y a à peu près 40 000 jeunes scolarisés sur le territoire, et on sait que certains se réunissent, sont un peu autodidactes, montent des groupes, et ont besoin quand même de temps en temps d'être un peu aidés, d'être un peu soutenus. Mon objectif, ce serait de vraiment monter peut-être pas une scène de musique actuelle, parce qu'il y en a plusieurs sur le département, mais au moins proposer des lieux de répétition, des soutiens, un encadrement aussi peut-être de professeurs. On a commencé à vraiment développer ce département en recrutant l'année dernière un professeur pour initier les jeunes musiciens à l'écriture et à la composition de chansons. On a aussi, bien sûr, toujours, comme je vous disais, l'accès, pouvoir essayer d'être
de plus en plus accessible à tous les habitants du territoire. Il y a un projet peut-être de rapprochement avec l'école de musique du Pays Fertois pour faire un établissement unique sur le territoire, un établissement donc cette fois-ci à rayonnement intercommunal. Principalement, on s'inscrit déjà dans la politique culturelle de la ville de Coulommiers parce qu'on est évidemment partenaire du service culturel dans un premier temps sur déjà des sujets logistiques puisque la ville nous met à disposition tous leurs lieux de représentation. Donc on a la chance d'avoir un merveilleux théâtre dans lequel toutes nos saisons musicales qui comprend à peu près 10 concerts par an, les auditions de classe, les heures musicales, les projets individuels parfois des professeurs, comme par exemple les contes musicaux qu'on a pu faire avec Léonore, le Saci Pereré, la Princesse et le Cochon Malin, qui est en lien avec une résidence d'artistes. Donc le lien, il est déjà avec la ville qui nous met à disposition le théâtre, la sucrerie qui est un lieu plus pour les musiques actuelles et les musiques amplifiées. C'est arrivé qu'on fasse des événements musicaux à la bibliothèque, puisque c'est un très bel espace. Donc on a fait des lectures musicales, on a fait des projets autour de Chopin et Georges Sand, de Clara et Robert Schumann. On a travaillé aussi avec le musée. On va y travailler au début du mois de juillet dans le cadre de la nuit des musées. On a la participation de plusieurs classes qui vont faire des animations musicales. Le service culturel soutient un projet par an, le finance et cette année, eh bien, on a eu la chance d'avoir Léonore Guizard qui a donc été le professeur qui a monté le projet phare du conservatoire soutenu par le service culturel avec Lyrique. Qui a aussi permis de retrouver Monique Trécan sur la scène avec 2 comédiens et Olivier Doria, pianiste accompagnateur. Après, au-delà de la ville, on a des partenariats avec les autres établissements d'enseignement artistique. Donc à la Ferté-Soujoire, on fait régulièrement des évaluations communes, on a eu des concerts d'orchestre en commun. Et puis bien sûr, on a un gros partenariat avec la Belle Saison. Donc, la Belle Saison, eh bien, c'est un réseau qualitatif autour de la musique de chambre qui est né à Coulommiers sur l'invitation de Franck Riester qui était député maire et qui a été récemment ministre de la Culture. Le théâtre a été élu lieu d'excellence par la Belle Saison qui est une association qui est issue du théâtre des Bouffes du Nord. Donc, dans un premier temps, le théâtre a commencé à recevoir des concerts de musique de chambre avec des artistes vraiment internationaux. On a eu les plus grands quatuors mondialement connus. Voilà, je pourrais vous citer le quatuor Bella, le quatuor Girard, le quatuor Modigliani. Et parallèlement à cette production et cette programmation de concerts de musique de chambre, il y a des actions pédagogiques sur les écoles et sur le conservatoire. Sur les écoles, ce sont des actions d'éveil musical ou de sensibilisation à la musique de chambre, parce que c'est le thème quand même, c'est l'ADN de la Belle Saison. Et sur le conservatoire, on a des résidences depuis l'année 2013, depuis la naissance du réseau Belle Saison, et qui ont vraiment rayonné sur toutes nos disciplines. On a eu 2 années de résidence avec le quatuor Girard sur les classes de cordes. Ensuite, on a eu une résidence cuivre sur la section cuivre avec un quintet de cuivre qui s'appelle le Quintégral. Ensuite, on a une résidence percussion avec les Drômes de Dames, qui sont un orchestre de percussion de femmes. On a eu une résidence jazz avec Thomas Savy, et puis une très belle résidence qui a été encadrée par Léonore au sein de la chorale et de la classe, de la chorale d'enfants, avec Arnaud Guillou. Et cette année, nous avions une résidence au sein des ateliers d'éveil avec Christine Attal, qui est une chorégraphe franco-américaine, et un jeune violoncelliste très talentueux. Alors, avec l'Éducation nationale, nous avons aussi des partenariats. Nous avons fait
régulièrement des présentations d'instruments rares, notamment quand on a ouvert les classes de cuivre, on est allé les présenter sur les écoles. Sur le département musique actuelle, on a fait des présentations sur les collèges et lycées parce que ce sont des instruments, la guitare électrique, la guitare basse ou les groupes de musique actuelle concernent plus des jeunes adolescents que des enfants plus jeunes. Donc on cible aussi nos partenariats en fonction de ce qu'on veut présenter. Et puis sur le milieu scolaire, donc c'est vrai que là, le projet d'établissement, je n'ai pas parlé de cet objectif qu'il va falloir aussi développer, c'est l'action culturelle et artistique en milieu scolaire. On n'a pas d'intervenants issus de l'équipe dans les écoles. Et il y a un parcours du spectateur qui a été mis en place au lycée en lien avec la belle saison. On a beaucoup de nos jeunes lycéens qui sont dans nos classes d'instruments. Donc dans ce cadre-là, ils assistent aux répétitions des concerts de belle saison, ils font des échanges avec les artistes. Il a aussi beaucoup évolué parce qu'on demande de plus en plus de cordes à l'arc du directeur, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de charges administratives. Et en dehors de toute la partie management de l'équipe, qui est quand même essentielle pour que l'établissement marche bien, il faut que les professeurs aient envie de bien travailler. Donc il faut que le directeur sache estimer les besoins des enseignants pour pouvoir les relayer à la mairie. Mais la base, elle est quand même de la relation entre le directeur, entre la direction et son équipe. Donc moi, j'ai toujours fonctionné sur la confiance, le respect. J'ai la chance d'être entourée d'une équipe de professeurs très talentueux, formidables. Et donc, ça ne m'a jamais posé de problème parce qu'on a toujours été tous ensemble dans le même sens. Et bien sûr, de temps en temps, il faut prendre des décisions. On essaye d'en discuter, on essaye d'être le plus consensuel possible et ça se passe bien. Ensuite, il y a la relation effectivement avec les familles qui ont besoin d'être renseignés, qui ont besoin parfois de comprendre des décisions qu'on peut prendre par rapport aux évaluations. Derrière l'enseignant, si l'enseignant n'arrive pas à répondre et à satisfaire la famille, c'est le directeur qui est toujours là pour avoir toutes les réponses. Et c'est ça qui est un peu lourd dans la direction, c'est qu'on est face aux enseignants, face aux familles, face à la mairie, parce que la relation avec les élus est extrêmement importante. Ce sont eux qui détiennent tous les leviers financiers, politiques. C'est eux qui valident toutes les décisions. Malgré tout ce que je pourrais désirer, si l'élu dit non, je suis obligée d'être derrière cette décision. Donc il faut user de beaucoup de pédagogie aussi envers les élus, de beaucoup de conviction. Il faut être force de proposition. Il faut être créatif pour montrer que l'établissement peut être aussi une vitrine de la ville. Le chef d'établissement, évidemment, il gère aussi toute la partie administrative. Et puis, il élabore le budget, c'est-à-dire qu'il prévoit les besoins de fonctionnement sur une année et les besoins d'investissement. L'argent public est rare, donc les élus aux finances sont très exigeants, on ne distribue pas comme ça les lignes budgétaires. Le chef d'établissement, il établit aussi toute la saison musicale, donc il travaille avec le cabinet du maire pour retenir les dates au théâtre ou à la sucrerie ou dans d'autres lieux. Et puis au niveau de la communication, bien sûr, on a un site via le site officiel de la ville, mais c'est moi qui l'alimente, qui le met à jour en lien avec le service communication. Le rôle du directeur, il est bien sûr et surtout de guider l'équipe, de motiver l'équipe, d'insuffler vraiment quelque chose qui fait avancer l'établissement toujours plus loin. On a une offre pédagogique qui est déjà quand même assez large. On a des disciplines rares comme l'alto par exemple, le tuba, le trombone, l'accordéon. C'est vrai que pour compléter cette offre instrumentale, j'aimerais bien ouvrir une classe de hautbois par exemple qu'on n'a pas, ou une classe de harpe. On a un gros projet phare dans les perspectives. On va ouvrir un accueil
pour les enfants en situation de handicap. Donc le handicap, c'est très large, ça va de tous les handicaps qu'on appelle les dyslexies, les dysorthographies, voilà, toute cette catégorie de difficultés d'apprentissage. Il y a toutes les formes de difficultés comportementales qui touchent aussi des syndromes d'autisme. Il y a les handicaps d'enfants en fauteuil. Il y a un enseignant, le professeur de flûte, Didier Cassiano, qui prend en charge cet enseignement, qui va faire vraiment tout au long de l'année prochaine des formations. Il y a une mise en conformité des locaux qui va être faite là, dans les mois qui viennent. Et puis aussi, c'est un critère pour les établissements classés maintenant, de pouvoir avoir cette offre d'accès pour tous les publics, d'accès à la musique pour tous les publics, pour tous. Je suis très attachée à elle parce que je l'ai vraiment vue grandir et musicalement vraiment s'épanouir et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Même si évidemment elle est sortie des murs pour aller faire ses études musicales avec des grands noms. Mais elle est revenue ici à notre plus grande joie et elle apporte énormément de choses. Elle représente toute cette jeune génération d'artistes et de professeurs. Donc elle a des outils qu'on n'a pas nous. Elle apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Donc elle a tout cet enthousiasme qui régénère, qui ravive vraiment la classe. Puis aussi en tant que chef de chœur, elle a eu cette formation et on le sent dans la façon dont elle dirige la chorale. Elle veut élargir sa direction, elle veut faire plus que du chant. Elle nous l'a montré avec justement La Princesse et le Cochon Malin ou le Saci Pereré. C'est vraiment de l'opéra pour enfants, c'est du spectacle vivant. Elle décloisonne, elle ouvre des perspectives dans sa chorale, dans sa classe de chant. C'est une personne adorable qu'on adore parce qu'elle a beaucoup de bonne humeur, elle est solaire et elle rayonne. Alors j'ai commencé par enseigner à l'éducation nationale, donc dans un contexte d'élèves qui allaient de 11 à 15 ans environ, des classes de collège. Voilà, c'est par ça que j'ai commencé, juste après l'obtention de mon CAPES, que j'ai passé grâce à mes études de musique et de musicologie à la Sorbonne, à l'issue du master. Et puis, lorsque je me suis tournée davantage vers l'approfondissement de mes études de chant, j'ai préféré, là encore, me diriger davantage vers un enseignement plus individuel au conservatoire. Les cours au collège, j'avais du mal à me retrouver dans la partie vraiment théorique qui était enseignée dans ce contexte-là. Je préférais vraiment me tourner vers quelque chose de plus pratique, de plus vivant, vers de la musique vraiment faite ensemble. J'avais l'impression dans mon enseignement au collège de rester sur des bases vraiment très superficielles. J'avais besoin d'aller fouiller plus en profondeur dans la pratique de la musique, qu'elle soit instrumentale, solfégique ou bien sûr chantée comme c'est mon cas. J'avais l'impression également qu'au conservatoire, nous étions plus libres en tant que professeurs d'amener une part de nous-mêmes aux élèves dans notre façon d'enseigner, dans notre façon de voir la musique et l'art en général, chose qui était plus étroitement difficile au collège, puisqu'il y avait un programme très officiel à suivre, avec des séquences très prêtes à enseigner aux élèves et dans lesquelles je ne retrouvais pas forcément les choses que j'avais envie de transmettre moi-même. Alors, j'enseigne le chant à un public très varié. J'ai à la fois donc le chœur d'enfants qui lui-même a un public très varié, puisqu'il s'agit d'enfants on demande a priori ce qu'ils sachent lire quand ils rentrent dans le chœur d'enfants. Donc ils ont environ les plus jeunes 6 ans et ça va jusqu'à 14-15 ans quand les ados d'eux-mêmes trouvent qu'ils sont maintenant un petit peu trop vieux pour un chœur d'enfants. Et les cours de chant individuels, eux, commencent donc à peu près à cet âge-là. Ça vient un peu faire le lien entre les deux enseignements. Les plus jeunes élèves que je peux avoir en cours individuel ont à peu près 14-15 ans et ça va jusqu'à 99 ans.
La technique chantée, la technique vocale en elle-même, elle est évidemment la même pour tout le monde, qu'on soit un enfant, un adolescent ou un adulte. Il n'y a pas 37 milliards de façon de respirer et de projeter sa voix, donc la technique vocale en elle-même reste évidemment la même. Par contre, la façon de l'amener à divers publics, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes, elle, évidemment, est un peu différente. Je m'adresse de façon beaucoup plus ludique aux enfants. Ça passe beaucoup par des petits jeux corporels, physiques, vocaux, etc. Les adolescents, j'ai une technique un petit peu une technique de séduction un petit peu avec les adolescents. Il faut se les mettre dans la poche. Les adultes, on est sur quelque chose un peu plus cérébral. Ils ont davantage besoin de comprendre ce qui se passe, de comprendre les mécanismes. Donc voilà. Les enfants, on va dire que c'est plus pâte à modeler. On en fait un petit peu ce qu'on en veut, on leur explique les choses, ils appliquent. Les adultes, eux, ils ont besoin de tout comprendre, de tout verbaliser, de tout intellectualiser. Donc on parle davantage de techniques, d'art, d'interprétation et on met en pratique ensuite. Encore une fois, c'est deux pratiques à la fois sur certains points très identiques et à la fois très différentes sur d'autres points. Évidemment, pour les personnes, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes, qui ne savent pas lire la musique, qui sont totalement novices et qui arrivent là par pur désir et par pure curiosité, on va beaucoup travailler la mémoire, on va beaucoup fonctionner là-dessus et sur un peu le côté instinctif et plaisir pur de la pratique vocale, tandis qu'il y a quelque chose, encore une fois, d'un peu plus intellectuel chez les personnes qui savent lire la musique, qui ont déjà pratiqué un instrument. Pour les enfants, je me suis aperçue par l'expérience et par l'apprentissage d'œuvres un petit peu plus conséquentes que finalement le travail du par cœur était un travail qui nous permettait d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand on était dans la structure d'un conservatoire, je m'appliquais à leur distribuer les partitions pour qu'ils continuent d'être familiers avec cette lecture, avec cet objet partition, cet objet musical. Mais finalement, ça a retardé pas mal notre apprentissage, puisqu'ils avaient souvent le nez collé à la partition. Quand on est passé directement au par cœur, je me suis aperçue que ça pouvait, selon les œuvres abordées, être un petit peu plus fastidieux au début. Parce qu'évidemment, apprendre par cœur tout de suite des œuvres un peu complexes, c'est pas toujours commode pour certains. On est tous un peu inégaux face à la mémoire. Par contre, ça nous permet d'aller tout de suite beaucoup plus loin, à la fois dans l'interprétation, dans éventuellement la mise en scène, dans de nombreux paramètres. Pour les adultes, c'est encore différent, mais je me restreins pas du tout à donner des œuvres dites savantes à des personnes qui lisent la musique ou des œuvres dites populaires à des personnes qui ne les lisent pas du tout. Il y a d'ailleurs des tas d'adultes qui lisent parfaitement la musique, qui veulent s'essayer à un registre de chansons françaises par exemple, ou de jazz ou de gospel, et à l'inverse, d'autres personnes qui arrivent en disant « moi je veux absolument chanter Barbara » et qui se laissent un petit peu faire et se mettent naturellement à apprivoiser l'objet partition et à découvrir des airs d'opéra ou des airs de musique sacrée ou des leaders. Donc il n'y a pas de règle. Ça dépend vraiment des envies de chacun, parce que le public que je reçois est quand même un public qui vient pour son plaisir. Et donc on se suit et on se fait confiance les uns les autres. Moi, je me laisse aussi parfois aller vers des airs ou des chansons que je découvre parce que des élèves ont décidé de me l'apporter. Et puis à d'autres moments, c'est l'inverse. C'est moi qui essaye d'un petit peu pousser pour telle ou telle œuvre. Et puis parfois, les gens découvrent même des choses vers lesquelles ils ne seraient jamais allés naturellement. Eh bien, quand moi-même j'étais élève au conservatoire, il y avait un cours qui s'appelait solfège chanteur et qui m'a été plus bénéfique en 2 ans de solfège chanteur que tous les cours de solfège que j'avais pu avoir dans ma vie, parce qu'en fait il était précisément axé sur ma pratique. Il était directement relié à ce qui m'était utile dans mon quotidien de chanteuse. Et je me suis vraiment aperçue qu'au conservatoire, le public que j'avais pour ceux qui ne savaient pas lire la musique et voulaient se familiariser avec une partition, avec la lecture solfégique de la musique, que l'approche était très différente. La façon de vivre les choses par le corps, puisque quand on chante, on passe pas par un objet, par une touche sur laquelle on doit appuyer ou par une corde qu'on doit faire vibrer, on passe vraiment par un ressenti physique. Ça nous permet d'aller, là encore, très vite, très loin. Et donc, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment une approche très singulière à apporter si on s'adressait vraiment à un public de chanteurs.
Donc j'ai soumis la proposition d'ouvrir cette classe de solfège dédiée aux chanteurs, ce qui m'a permis de vraiment axer mon enseignement sur l'écoute et sur le chant, évidemment, sur la reconnaissance des intervalles, la façon de les entendre, de les chanter, de les repérer dans une partition. Voilà, quelque chose de vraiment très, très concret et très physique. Chef de chœur, ça englobe encore une fois des publics très, très différents. On peut monter un chœur d'enfants, on peut monter un chœur d'adolescents, on peut monter un chœur d'adultes amateurs, un chœur d'adultes professionnels. Enfin, il y a des tas de formations possibles. Et évidemment, encore une fois, la façon de diriger un chœur n'est pas la même selon le public qu'on a en face de nous. Évidemment, nous-mêmes, on s'adapte, eux-mêmes s'adaptent à nous. Enfin, c'est de l'échange perpétuel. En tout cas, avec les élèves que j'ai moi au conservatoire, donc des enfants qui apprennent à lire la musique eux-mêmes, puisque pour la plus grande majorité des élèves du conservatoire, les enfants sont eux-mêmes tous instrumentistes du conservatoire et élèves de solfège. Donc c'est quand même tous des lecteurs en herbe. Ils sont pour la plupart très musiciens, ils ont déjà une initiation à l'écoute. Donc c'est un peu là-dessus que j'axe ma façon de travailler avec eux. Ça c'est une approche vraiment très, très vocale, mais il y a aussi une approche extrêmement spatialisée du chœur, puisque depuis assez récemment, depuis 3 ans environ, j'ai pris le parti de monter des œuvres plus conséquentes, pas simplement juste une chanson, puis une deuxième, puis une troisième, mais plutôt des mini-opéras, des petits contes musicaux qui permettaient aux enfants d'aussi mêler les arts, les différents paramètres du spectacle vivant. Et donc là, ils ont une approche encore différente dans l'apprentissage, puisque à la fois ils apprennent la musique, le solfège, la façon de lire la partition, mais tout de suite ils sont mis en scène, mis en espace, et c'est à la fois une aide et à la fois un petit obstacle à leur apprentissage, puisqu'on leur demande d'apprendre plusieurs choses en même temps, de chanter tel couplet en étant à court, à jardin, en faisant tel geste, en se tournant de telle façon. À la fois ça permet tout de suite de retenir les choses de façon différente et d'axer leur apprentissage et leur vocalité sur tout de suite un art plus diversifié. J'avais vraiment comme volonté première de pas s'arrêter à juste la pratique vocale, de ne pas avoir en face de moi seulement un chœur d'enfant, mais vraiment comme une mini-classe d'opéra. Voilà, mon objectif c'était vraiment de monter des spectacles entiers qui mêlent théâtre, chant évidemment, mais également pourquoi pas chorégraphie, art plastique, enfin vraiment... et puis évidemment la transversalité avec les autres disciplines instrumentales du conservatoire. Au début, j'ai essayé de mettre ça en place le plus sobrement possible, avec par exemple, pour attirer un petit peu mon public, avec un répertoire des musiques des dessins animés Disney, ce qui nous permettait d'avoir quelque chose de très vivant. Il y avait, je me souviens, des écrans derrière nous qui diffusaient des bouts de films avec les enfants qui chantaient les œuvres de ces dessins animés. C'était déjà un premier challenge à la fois pour moi mais aussi pour les enfants, parce que tenir le plateau pendant 15 minutes avec vraiment des enchaînements très fluides, c'est pas simple. Petit à petit, on a essayé de monter des choses un petit peu plus longues, des histoires de Noël. Et puis, on a eu la chance, avec le conservatoire, d'avoir en résidence un metteur en scène qui s'appelle Arnaud Guillou, qui travaille avec La Belle Saison. Pendant toute une année, on a Franck Lannon, notre pianiste accompagnateur au conservatoire, qui nous a composé sur mesure un conte musical, une histoire pour enfants qui s'appelle La Princesse et le Cochon Malin. C'était une histoire très enfantine, mais à la fois avec une morale très, très importante dans le siècle dans lequel on vit aujourd'hui, et très drôle, avec plein de jeux de mots et plein de petites choses malicieuses glissées par-ci par-là. Et puis ce metteur en scène merveilleux qui est venu faire travailler les enfants de façon très régulière sur le plateau du théâtre de Coulommiers. Et là, les enfants ont vraiment appris à évoluer de façon spatialisée sur un plateau, à apprivoiser l'espace dans lequel ils évoluaient, mais aussi à s'apprivoiser les uns les autres, à la fois dans l'espace, mais dans l'écoute. Et là, on a pu monter vraiment un conte musical, donc vraiment un mini-opéra qui durait entre 30 et 40 minutes, je dirais. Forte de cette expérience, l'année qui a suivi, j'ai décidé de poursuivre l'aventure et je me suis lancée moi-même dans l'écriture d'un autre conte musical autour d'un personnage issu de la mythologie brésilienne qui s'appelle le Saci Pererê.
Donc pareil, j'ai essayé d'écrire une histoire qui soit à la fois pour tout le monde, c'est-à-dire pour les enfants, mais qui parle aussi aux adultes parce qu'il y a une morale, qui soit suffisamment rigolote pour que ça attire les enfants, et qui soit suffisamment longue pour que ce soit chouette à monter pour eux, mais pas des heures entières pour que ça se monte en l'espace d'une année scolaire. Et là, on a eu la chance de pouvoir faire intervenir la classe de percussion qui nous a accompagnés sur ce projet. Les jeunes qui arrivent vers 14-15 ans dans la classe de chant et qui ont fait auparavant partie du chœur d'enfant, ils ont déjà une vraie approche du corps, de la voix. Ils ont une posture très saine en général, une façon de respirer très saine aussi. Ils ont déjà plein de bases qu'ils ont réussi à intégrer sans même s'en rendre compte, qui nous permet avec eux d'avancer de façon évidemment presque encore plus efficace quand ils arrivent dans la classe de chant. Ils ont déjà presque tout compris. J'essaye de faire en sorte que tous les publics, qui soient enfants dans le chœur d'enfants, adultes ou adolescents en cours individuel, qui se retrouvent à chanter tous ensemble alors qu'ils n'en ont pas l'habitude, ou adultes qui ont l'habitude de se retrouver toutes les semaines pour chanter en chœur, se retrouvent de façon à peu près égalitaire sur le plateau et puissent chanter une même œuvre en commun. L'objectif, c'est évidemment qu'on trouve un son de chœur qui le temps d'une soirée, se fasse, sonne et nous fasse un petit peu vibrer. En fait, c'est quand même l'objectif, transmettre des émotions et raconte une histoire. L'objectif urgent dans ces moments-là, c'est que le texte soit audible, que les consonnes soient précisément émises en même temps, que les respirations se fassent de façon commune et que les voyelles soient homogènes pour que, évidemment, on obtienne au plus vite un son qui lui-même soit homogène le plus vite possible et audible pour l'auditoire. Alors, je ne pense pas choisir ou m'orienter vers l'une ou l'autre de ces pratiques parce que pour moi, elles sont vraiment complémentaires. D'avoir commencé à enseigner a nourri ma pratique vocale personnelle, et à contrario, ma pratique vocale personnelle a permis le début d'une expérience pour transmettre aussi à mes propres élèves. Donc je ne vois pas du tout l'un sans l'autre, pour moi c'est vraiment complètement complémentaire. Comment je vois mon avenir? Toujours pareil, mais voilà, dans une forme d'évolution. J'espère que je réussirai avec ce chœur d'enfant à le faire évoluer vers une classe encore plus grande d'opéra junior, on pourrait l'appeler comme ça, pour réussir à monter de façon régulière vraiment des spectacles vivants qui mêleraient toute forme d'art et pourquoi pas amener avec nous les classes de théâtre, d'autres classes d'instruments, des classes de danse, enfin voilà, ce genre de pratique. Et puis pour ma pratique personnelle, j'espère qu'elle continuera elle aussi à s'enrichir pour que je puisse moi-même enrichir mon expérience d'enseignante.